Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Chaise. Aujourd'hui, nous sommes devant le gymnase Armand Desmet en compagnie de vous, Samir Mihi. Pourquoi avoir choisi ce lieu pour notre entretien? À l'époque, en 2005, c'était mon outil de travail, puisqu'à l'époque, j'étais éducateur sportif au service des sports de la ville de Clichy-sous-Bois. Et en 2005, il a fait partie malheureusement des dommages collatéraux, puisqu'il a été incendié un samedi soir, 2-3 jours après la mort de Zied Ebouna. Donc, du coup, on va revenir un peu sur cet épisode qui a marqué non seulement la ville de Clichy-sous-Bois, mais les quartiers populaires en général. Je rappelle que vous avez été l'un des porte-parole justement de la jeunesse à ce moment-là, et même au-delà. Je sais pas, est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous et on va se retrousser les manches pour autre chose plus tard. Si vous me demandez de leur dire rentrez chez vous, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils sont pas devant leur poste, ça sert à rien. Comment êtes-vous retrouvé justement dans cette position alors que d'habitude les gens issus des quartiers populaires ils sont réticents à l'idée de s'exprimer dans les médias et publiquement? J'ai parlé à une journaliste, je me souviens très bien, c'était une journaliste radio RTL avec qui j'ai discuté en off et puis elle m'a demandé de redire tout ça tout simplement dans son micro et puis voilà, d'autres journalistes étaient à côté en train de tendre l'oreille, puis au final ils ont tendu le micro, la caméra et puis ça a été un enchaînement médiatique mais qui n'était pas du tout volontaire et qui après a pris encore plus d'ampleur nous avions fait la conférence de presse à la mosquée Bilal suite à cette fameuse bombe lacrymogène qui avait été lancée par des fonctionnaires de police à l'époque. Dans la soirée du 30 octobre 2005, un tir lacrymogène atteint la mosquée Bilal, en plein ramadan. Ils ont touché la mosquée. Je confirme que c'est bien une grenade lacrymogène qui vient qui est en dotation dans les compagnies d'intervention qui étaient sur place en Seine-Saint-Denis cette nuit-là. Ce qui ne veut pas dire que c'est un tir qui a été fait par un policier. Comment une bombe lacrymogène qui appartient à des fonctionnaires de police ne peut pas être lancée par eux-mêmes? Donc c'est soit les habitants des quartiers qui ont lancé eux-mêmes cette bombe lacrymogène dans leur propre mosquée, ce que je doute fort, ou sinon ça voudrait dire que en fait les fonctionnaires de police ne font pas attention à leur matériel et se font voler leur matériel, et donc là c'est grave parce que ces fonctionnaires de police devraient être sanctionnés. Donc c'est vrai que j'ai voulu répondre à l'absurde par l'absurde parce qu'il n'y a que ça qui comprennent, et puis ça avait plutôt bien marché à l'époque parce que c'était resté pendant un an dans le zapping. Que les pierres qui ont été lancées sont bien des dotations des jeunes, mais je ne sais pas si ce sont les jeunes qui les ont lancées. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Ouais, je me souviens. C'est pour ça aussi, nous, ça nous a marqué de notre côté. Je voudrais aussi, du coup, en partant de ce que vous venez de dire, revenir à la situation actuelle. On sait que le climat, il est toujours tendu. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui enchaîne les déclarations, un peu comme Sarkozy à l'époque. On voit aussi que concernant justement le rapport à la religion, le rapport avec l'islam, on a eu cette grenade qui a été lancée dans la mosquée, mais à l'époque, on n'en faisait pas autant dans les médias, on ne parlait pas autant de l'islam, alors que là, on est dans une période où on n'attend que ça. Quelle est votre réaction, là encore, sur cette actualité? On en parle énormément parce qu'il est plus facile justement de pointer du doigt la communauté musulmane. C'est beaucoup plus facile que de lutter contre la précarité dans nos quartiers, de lutter contre le chômage, de lutter contre les discriminations, de lutter contre les violences policières, de lutter contre les dérives politiques. Donc voilà, on va au plus simple. Et nous, on le sait depuis 2005. Parce que c'est vrai qu'avec le collectif Assez le Feu qu'on avait mis en place à l'époque, nous avions établi les cahiers de doléances. Ce que veulent les jeunes et les moins jeunes dans ces quartiers-là, c'est enfin trouver un travail, pouvoir s'épanouir socialement et ne plus dépendre du politique. Et je pense que le politique, ça l'intéresse pas, ça. Parce que quand on s'intéresse plus à lui, ça veut dire qu'on veut plus forcément voter. Et lui, il n'existe qu'à travers les voies électorales. Vous venez d'évoquer le collectif Assez le Feu, que vous avez quitté, je crois, en 2007. 2007, oui. Mais vous êtes toujours président d'ADM, au-delà des mots, déjà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux? Parce que
Souvent, on a du mal à différencier un peu les deux. C'est vrai qu'est-ce qui explique que vous êtes resté dans l'un et que vous avez quitté l'autre? Donc c'est vrai que les deux ont été créés quasiment en même temps. Au-delà des mots, ADM qui a été créé par les jeunes du quartier pour soutenir moralement et financièrement les familles. Et aussi par la suite, on avait créé le collectif Assez le Feu, dont j'étais donc cofondateur et le porte-parole. Et c'est vrai qu'après le Tour de France, après la marche des oubliés, après avoir remis le cahier de doléances, donc pour ma part j'ai été au Sénat, mais d'autres ont été à l'Assemblée nationale pour remettre le cahier de doléances. Je pensais que, pour ma part, la boucle était bouclée. J'avais fait mon devoir en tant que citoyen. Et je pense que à un moment donné, fallait laisser la suite, la suite aux autres, parce que pour ma part, on ne pouvait pas dénoncer le fait que les politiques soient ancrés à leur chaise pendant des décennies, et puis nous vouloir faire la même chose. Donc je pense que 2 ans c'était suffisant. J'avais fait ce que j'avais à faire au sein du collectif. Et puis après, pourquoi je suis resté à ADM au-delà des mots? Donc parce qu'on suivait les familles et qu'il nous a fallu, il nous a fallu 10 ans pour obtenir un procès qui avait été dépaysé à l'époque à Rennes. Donc on a dû emmener les familles là-bas, tout financer pour elles, parce qu'elles n'avaient pas à payer quelque chose qu'elles n'avaient pas demandé. Donc je me devais de rester aux côtés de Siaka Traoré, donc le grand frère de Bouna, de Adel Benna, le grand frère de Zied. C'est pour ça que j'avais quitté le collectif, mais Assez le Feu, mais que j'étais resté avec l'association Au-delà des mots. Vous venez aussi de l'évoquer, le fait que vous avez eu cette démarche d'aller jusqu'au bout. Vous n'avez pas fait que de militer, vous êtes également présenté justement aux élections législatives, je crois, de 2007. Vous avez d'une certaine manière ouvert la voie à d'autres et vous êtes d'une certaine manière retiré, parce qu'aujourd'hui on voit que par exemple à Clichy-sous-Bois, il y a pas mal d'élus qui proviennent aussi du mouvement Assez le Feu, il y a pas mal d'élus qui viennent aussi de la diversité. Et pourtant, vous avez complètement disparu des radars. Pourquoi? J'ai pas cette prétention d'avoir ouvert la voie ou quoi que ce soit, mais vous avez été le premier à vous présenter ici. Avec le collectif Assez le Feu, c'est vrai qu'on avait impulsé une dynamique de essayer de réveiller les consciences, de remettre un peu le militantisme dans les quartiers. Nous, avec ce qui s'est passé, on l'avait un peu réveillé et insufflé aux générations derrière nous, et puis c'est tant mieux. Moi je suis pas là pour m'approprier la paternité de quoi que ce soit. Tant que les choses bougent, tant mieux. Ouais, mais encore une fois, vous avez été l'un des premiers à vous impliquer à Clichy-sous-Bois. Et on sait que par exemple lors des dernières élections municipales, on a vu que sur les listes il y a eu pas mal aussi de personnes qui sont issues de la diversité. Mais vous n'en faites plus partie. Est-ce que c'est vraiment un choix, ou bien vous dites que voilà, ça ne sert plus à rien de combattre politiquement? Si, bien sûr que ça sert de s'investir en politique, mais après c'est le choix de chacun. J'ai fait mon petit parcours politique qui n'a pas duré très longtemps, le temps des élections législatives. Et c'est vrai que la politique, c'est pas forcément un monde dans lequel je veux naviguer. Je pense qu'il y a d'autres manières d'aider les gens de nos quartiers. La solution pour moi, en tout cas, mis à part le fait, le législatif, pour essayer un petit peu de cadrer les lois dans nos quartiers, je pense que ce qui va sortir un petit peu nos quartiers de la galère, si on peut utiliser ce terme, c'est le travail, c'est l'emploi, c'est se lancer dans l'entrepreneuriat aussi. C'est l'entrepreneuriat? C'est l'entrepreneuriat, bien sûr, qui va aider. En tout cas, ceux qui ont la fibre et qui ont envie de faire ça, qui peut aider à s'en sortir certaines personnes dans nos quartiers. Est-ce que vous-même, vous êtes entrepreneur aujourd'hui? Je l'ai été, mais bon, c'est vrai que les circonstances et le contexte sanitaire fait que c'est très compliqué de garder une entreprise. Mais je pense que par la suite, quand les choses, on le souhaite, reprendront d'un normal, me relancer, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, et puis ça permet d'aider les autres, de créer son réseau, et je pense que c'est ce qui fait défaut dans nos quartiers, c'est le manque de réseau. On n'a pas, on connaît pas les bonnes personnes, parce que je pense que le plus important, c'est pas, et ça je l'ai appris au travers de mes études, le plus important, c'est pas qui tu es, mais qui tu connais. Ah bon? Oui, je pense que c'est le plus important.
C'est-à-dire, on a beau avoir tout ce qu'on veut, faire des études, etc. Mais si tu n'as pas la bonne personne qui te met le pied à l'étrier, comme ça a été le cas pour moi à de nombreuses reprises, je pense qu'en France, on n'est pas dans cette politique où juste un diplôme suffit à trouver un travail du fait de la discrimination. On est loin du modèle américain où là-bas, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Moi, tout ce que je veux, c'est que tu me fasses de l'argent. À partir de là, tu peux même venir de la planète Mars, je t'embaucherai. En France, on est encore réticent vis-à-vis des habitants de nos quartiers, malgré un bac plus 10 et même une expérience professionnelle poussée. Non, je suis d'accord. Mais du coup, on va encore revenir à nos quartiers parce que du coup, si les gens ils sont réticents, est-ce que par hasard, ce n'est pas le fait qu'ils sont aussi nourris par tous les faits divers qu'il y a aujourd'hui dans nos quartiers? Et on sait que ces derniers temps, avec tout ce qui s'est passé à propos de trappes, avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec les mineurs qui s'entretuent, est-ce que justement ça ne participe pas et est-ce que ça nourrit pas cette stigmatisation et sur le fait que malgré le fait qu'on ait des diplômes aujourd'hui, on va surtout penser qu'on est avant tout des délinquants, des jeunes qui ont grandi dans cet univers-là. Oui, non, je suis d'accord. De toute façon, la discrimination géographique a toujours existé. Le fait d'habiter dans ces quartiers-là a toujours fait que ça a été très compliqué c'est compliqué de trouver un travail. Donc c'est pour ça que je dis justement, notre réseau va faire justement que on va aller au-delà des préjugés, au-delà de tout ce qu'on peut voir dans les médias, parce que on est en contact direct avec... Mais du coup, le réseau, c'est difficile de l'avoir parce que autour de nous, et généralement, c'est ce que les gens ils dénoncent dans ces quartiers, c'est qu'il n'y a pas de mixité sociale, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise, et pour se déplacer, c'est archi compliqué. Donc, est-ce que vous avez concrètement des conseils justement pour essayer de se faire un petit réseau? On va dire ça comme ça. Le plus important pour se faire un réseau, c'est sortir de son quartier déjà. Quand on cherche un emploi, on cherche pas un emploi dans sa ville. On cherche pas un emploi forcément dans son département. On essaye d'avoir une certaine mobilité, même si c'est compliqué. Faut se créer les occasions aussi. C'est pas en restant au bas de son immeuble qu'on va se créer son réseau. Le réseau, c'est pas forcément connaître les grands patrons du CAC 40. Parfois, c'est connaître des patrons localement, c'est connaître des gens qui travaillent un peu plus loin que chez vous. Donc, il faut créer ces opportunités, il faut aller à la rencontre des gens. Est-ce que vous pouvez nous dire plus concrètement vos activités aujourd'hui? Mes activités aujourd'hui, à l'heure actuelle, moi je suis professeur d'EPS dans le milieu privé et je travaille à la ville d'Aulnay-sous-Bois en tant que chargé d'accompagnement à la réussite éducative. Donc tous les enfants en difficulté scolaire, en décrochage scolaire, qui subissent des violences. Donc voilà, même en ayant quitté la ville, je suis resté vraiment à travailler auprès de notre jeunesse parce que c'est quand même l'avenir de nos quartiers, c'est l'avenir de notre pays parce qu'il ne faut pas oublier que ces jeunes sont français. Ok, mais ces jeunes ils sont français, mais encore une fois, aujourd'hui il y a pas mal de débats qui tournent autour de assimilation, intégration. Il faut aller au-delà de tout ça. Le plus important, pour commencer, en tout cas, c'est de se considérer comme français, de le crier haut et fort, porter les couleurs de la France, ne pas avoir honte de ça. À travers les réseaux sociaux, des fois, je découvre que des jeunes que j'ai eus quand j'étais à l'école municipale des sports à Clichy ont intégré l'armée française. Sincèrement, moi, ça me touche de voir que ces jeunes ont été jusqu'à vouloir défendre le drapeau français. Donc quand des politiques sur un plateau nous parlent d'assimilation, d'intégration, sincèrement, je les écoute même pas parce que nous, on n'est plus dans cette démarche. On en est à la 4e, 5e génération. Ces jeunes sont nés ici. Donc voilà, c'est le sang français qui coule dans leurs veines. Donc on n'a plus à leur demander pourquoi ou comment. Non, ils sont français. Le plus important, c'est que eux le comprennent, eux le crient haut et fort, et après ça viendra tout seul. Merci beaucoup Samir d'avoir répondu à nos questions. Notre entretien touche bientôt à sa fin. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Je tenais surtout à vous remercier pour l'invitation à votre programme La Chaise qui m'avait beaucoup plu quand je l'ai découvert sur Internet. Et puis je vous souhaite beaucoup de courage. Et c'est vrai que c'est aussi à travers les médias alternatifs
qu'on pourra montrer justement ce qui existe réellement dans nos quartiers, qu'il n'y a pas que des dealers, il n'y a pas que des voyous, que des gens qui n'ont pas envie de travailler. Il y a vraiment des gens qui veulent s'en sortir, soit à travers le sport, la musique, l'entrepreneuriat, les études, donc des gens qui veulent faire comme tout le monde. Ok. Bah, merci beaucoup Samir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de La Chaise. Donc on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur nos différentes pages pour suivre l'intégralité de ces entretiens.